Tak vám. Attendez, je cherche mon portefeuille. Je n'ai pas mon portefeuille. S'il te plaît, peux-tu payer pour moi? Tu sais, je veux que tu arrêtes tout ce que tu fais en ce moment, juste pour une seconde. Pose un peu ton téléphone, penche-toi en arrière, et pense à la dernière fois où quelqu'un t'a complètement surpris. Pas une bonne surprise comme un gâteau d'anniversaire ou gagner quelque chose. Je veux dire, le genre de surprise qui te frappe si profondément dans la poitrine que tu oublies presque de respirer. Le genre où tu regardes autour de la pièce en te demandant si tout le monde a vu ce que tu as vu. Le genre qui rend les hommes adultes silencieux et les femmes adultes mettent leurs mains sur leur bouche. Parce que je vais te raconter une histoire, et je te promets, au moment où on arrivera à la fin, tu seras assis là à te demander comment diable un portefeuille oublié a pu changer tant de vies en un seul après-midi. Cette histoire s'est passée dans une petite ville de l'Ohio. Nous sommes dans un supermarché que la plupart des gens passaient en voiture sans y penser deux fois. Et le moment qui s'est déroulé à l'intérieur, personne qui était là ce jour-là ne l'a jamais oublié. Ils l'ont appelé le jour où tout le magasin est devenu silencieux. Et ça a commencé, comme la plupart des choses inoubliables, par quelque chose d'incroyablement petit. Maintenant, avant d'entrer dans ce qui s'est passé cet après-midi de mardi, je dois que tu comprennes quelque chose sur Alexandre. Parce qu'Alexandre est le genre d'homme que beaucoup d'entre nous connaissent. Peut-être que tu as été Alexandre avant. Ou peut-être que tu connais quelqu'un exactement comme lui. Il avait 42 ans, superviseur en construction d'une ville appelée Millfield, dans l'Ohio. Un endroit calme, modeste, où tout le monde se connaissait à peu près, ou au moins connaissait l'existence de tout le monde. Alexandre avait des épaules larges, des mains calleuses et le genre de visage qui semblait avoir vu du travail dur et choisissait quand même de sourire. Il travaillait dans la construction depuis presque 20 ans. Il avait commencé au bas de l'échelle, en mélangeant du béton, en portant des poutres sous 100 degrés de chaleur, tout le truc. Au moment où notre histoire se passe, il dirigeait une équipe d'environ 15 hommes responsables d'un projet de viaduc juste. En dehors de la ville. Du bon, honnête travail. Le genre de travail qui laisse de la saleté sous tes ongles et de la fierté dans ta poitrine. Alexandre était aussi, et je dis ça doucement parce que ça compte pour l'histoire, un homme qui aimait sa femme plus qu'elle. Ne le méritait probablement. Elle s'appelait Émilie. Maintenant, je dois que tu m'écoutes attentivement quand je dis ça parce que je veux être juste. Je ne suis pas là pour détruire quelqu'un juste pour le plaisir. Mais la vérité est ce qu'elle est. Et si cette histoire doit signifier quelque chose pour toi, tu dois comprendre le genre de femme qu'était Émilie. Parce que parfois, le méchant dans l'histoire de quelqu'un n'est pas un monstre. Parfois, c'est juste une personne qui choisit chaque jour d'être un peu cruelle de manière facile à cacher. Émilie était belle. Je le dis. Elle était vive, bien habillée, le genre de femme qui entre dans une pièce et les gens la remarquent. Elle avait un bon boulot comme gestionnaire de bureau dans un cabinet dentaire en ville. Et elle conduisait une voiture qui était un peu trop chère pour leur budget, qu'Alexandre faisait fonctionner parce que, encore une fois, il l'aimait. Mais voilà. La chose avec Émilie. Elle avait cette façon de faire se sentir petit Alexandre. Pas bruyamment, pas en scène publique ou en dispute dramatique. C'était le genre discret. Le roulement d'yeux quand il prononçait mal quelque chose. Le soupir quand il suggérait un restaurant qu'elle ne voulait pas. La façon dont elle disait « bien sûr que tu l'as fait », chaque fois que quelque chose allait mal. Comme si ses erreurs étaient prévisibles. Comme s'il était prévisible. Comme s'il était juste moins qu'eux. Leur voisine, une enseignante à la retraite nommée Marie, avait dit une fois à son amie Sophie, et c'est quelque chose qui est sorti plus tard dans l'histoire, qu'elle pouvait entendre la façon dont Émilie parlait à Alexandre à travers le mur parfois, et ça la rendait triste. Elle disait, cette femme parla. Cet homme comme s'il était un inconvénient qu'elle n'avait pas prévu. Et Marie, Dieu la bénisse, se trompait rarement sur les gens. Maintenant, le couple était marié depuis 11 ans. Ils n'avaient pas d'enfants, ce qu'Alexandre avait voulu et qu'Émilie avait continué à reporter. Ils avaient une belle maison sur Carvey Street, un chien nommé Biscotte que Alexandre adorait absolument. Qui dans un mariage qui semblait bien de l'extérieur, comme une maison avec une fondation fissurée semble bien de l'extérieur. Alexandre avait un meilleur ami nommé Marc. Marc était le genre d'ami dont chaque homme a besoin. Honnête, drôle, ne mâchait pas ses mots. Marc avait dit à Alexandre plus d'une fois,
Mec, je sais pas comment tu fais. Émilie te traite comme si tu étais un fardeau. Et Alexandre riait et disait quelque chose comme « Elle est juste pointilleuse ». C'est ce que l'amour te fait. Parfois. Ça te fait trouver des excuses pour des gens qui ne méritent pas l'énergie que ça prend pour trouver ces excuses. Bon, maintenant passons à la journée. C'était un mardi en mars. Froid, ciel gris, le genre d'hiver de l'Ohio qui refuse de lâcher prise, même quand le printemps est techniquement juste au coin. Alexandre avait fini le travail tôt ce jour-là. Ils avaient eu un retard dû au temps sur le projet de viaduc, donc son équipe avait arrêté vers 14 heures au lieu de 17 heures. Sur le chemin du retour, Alexandre s'était arrêté à Millfield Foods, qui était le principal supermarché en ville, un grand endroit bien éclairé sur la route 7. Beaucoup de gens à Millfield faisaient leurs courses là. Philippe, le gérant du magasin, gérait l'endroit depuis environ 12 ans et connaissait la plupart de ses habitués par leur nom. Alexandre avait besoin de courses. Il avait promis à Émilie de prendre les ingrédients pour le dîner parce qu'elle avait mentionné la veille qu'elle voulait ce poulet au citron cuit au four qu'elle aimait. Il n'avait pas besoin qu'on lui demande 2 fois. Il s'est garé sur le parking, a pris un chariot, et a passé environ 20 à 25 minutes dans le magasin. Citron, blanc de poulet, ail, asperges, des pâtes. Une bouteille de vin qu'il pensait qu'elle aimerait, et quelques autres choses. Il était de bonne humeur. Le travail allait bien et il avait pensé à peut-être surprendre Émilie avec un week-end à Columbus qu'il planifiait discrètement depuis quelques semaines. Il est arrivé à la caisse. La caissière était une jeune femme nommée Léa qui avait peut-être 19, 20 ans. Elle était amicale, souriait toujours aux clients, le genre d'employé qui rendait un passage en course un peu plus humain. Léa a commencé à scanner ses articles. Alexandre a mis la main dans sa poche arrière pour son portefeuille. Il n'y était pas. Il a vérifié ses poches avant. Rien. Il a tapoté sa veste. Il a regardé dans le chariot. Il a commencé à faire ce que nous avons tous fait à un moment. Le check complet. Du corps, poche avant et arrière, la légère panique montant dans ta poitrine comme de l'eau chaude. Pas de portefeuille. Et il l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine ce matin. Il s'en souvenait maintenant. Il l'avait sorti pour prendre sa carte d'assurance pour quelque chose, l'avait posé à côté de la machine à café, et était sorti sans lui. Léa avait déjà scanné environ 45 $ de courses à ce moment. Alexandre l'a regardé et a dit, vraiment embarrassé. Je suis tellement désolé. J'ai laissé mon portefeuille à la maison. Laisse-moi juste appeler ma femme vite fait. Elle peut me lire le numéro de carte au téléphone ou venir. Elle est à seulement 10 minutes. Léa a souri et a dit, pas de problème du tout. Prends ton temps. Maintenant, voilà où tu dois faire attention parce que c'est la partie de l'histoire que quand les gens dans ce magasin la racontaient plus tard, faisaient toujours serrer leur voix un peu. Alexandre s'est éloigné de la caisse et a appelé Émilie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Quand il a expliqué la situation rapidement, il était à Millfield Foods. Il avait laissé son portefeuille. Pouvait-elle soit venir, soit juste lui lire le numéro de carte pour qu'il le tape manuellement? Demande simple. Correction maximale de 2 minutes. Il y a eu une pause sur la ligne et puis Émilie a dit, « Et je veux que tu entendes vraiment ça. » Elle a dit, « Alexandre, je suis occupée. Je t'ai dit d'être plus responsable avec tes affaires. Je ne vais pas conduire jusque-là parce que tu ne peux pas garder un portefeuille. » Alexandre a baissé la voix. Il a dit, « Émilie, c'est 10 minutes. J'ai des courses sur le tapis roulant en ce moment. » Elle a dit, « Alors remets-les. Je ne suis pas ta nounou. » Et elle a raccroché. Maintenant, je veux faire une pause ici juste un moment parce que je raconte des histoires depuis longtemps. Et chaque fois que j'arrive à un moment comme celui-ci, je ressens toujours le besoin de m'y attarder une seconde. Parce que ce qui vient de se passer n'était pas juste une femme refusant d'aider son mari avec des courses. Ce qui vient de se passer, c'était 11 ans d'un certain type de mariage montrant son vrai visage dans un appel téléphonique de 10 secondes. C'était la fondation fissurée se rendant visible devant des étrangers dans un supermarché éclairé au néon un froid après-midi de mardi. Alexandre est resté là un moment, juste un moment. Léa avait entendu des parties parce que le magasin était assez silencieux et Alexandre était resté près de la caisse.
Quelques personnes dans la file derrière lui avaient entendu aussi. Une femme nommée Sophie, qui avait environ 60 ans, tenant un panier d'articles et un adolescent. Alexandre s'est éclairci la gorge. Il était embarrassé. On pouvait le voir dans la ligne de sa mâchoire. Il s'est tourné vers Léa et a dit doucement « Je suis désolé. Peux-tu garder ça? Je reviens avec ma carte. » Et Léa a dit « Bien sûr », elle l'a dit gentiment. Pas de jugement. Et c'est là que c'est arrivé. Maintenant, avant de décrire ce qui s'est passé ensuite, laisse-moi te parler du garçon parce qu'il est au centre de cette histoire. Il est la raison pour laquelle je la raconte. Il est la raison pour laquelle ces gens dans ce magasin sont rentrés chez eux et ont raconté à leur famille ce qu'ils avaient vu. Son nom était Lucas. Lucas avait 14 ans. Il était petit pour son âge. Maigre comme les enfants le deviennent quand ils ne mangent pas assez, portant un sweat gris avec une petite déchirure près du col, un jean qui était une taille trop grand, et des baskets qui avaient clairement été portées plus de saison qu'elles n'étaient conçues pour. Il était assis sur le banc près de l'entrée de Millfield Foods, le banc que les magasins mettent près de la porte pour que les gens se reposent. Chéri, mais que personne n'utilise habituellement. Lucas était sans abri. Pas de manière dramatique comme dans les films, de manière discrète, invisible que beaucoup de gens n'aiment pas regarder trop directement. Sa mère avait perdu leur appartement 4 mois plus tôt quand elle avait perdu son travail. Il séjournait dans un foyer dans la ville voisine, mais le foyer ne les autorisait à rester que les jours de semaine. Les week-ends, ils devaient trouver ailleurs. Sa mère travaillait maintenant un boulot de nettoyage à temps partiel, essayant de rassembler assez pour se remettre sur pied. Mais 4 mois, c'est long. Quand tu pars de rien. Lucas était venu à Millfield Foods parce que c'était chaud. Et le personnel, particulièrement Philippe, le gérant du magasin, avait un accord discret avec lui. Philippe n'en faisait jamais un spectacle, n'embarrassait jamais le garçon. Mais il laissait parfois un sandwich du comptoir traiteur près de la salle de pause à l'arrière avec une note qui disait juste « Pour toi, Lucas ». Philippe était un bon homme discret, ce qui est souvent le meilleur genre. Maintenant, Lucas était assis sur ce banc près de la porte, et de la manière dont un garçon qui n'a rien à faire sauf observer le monde devient très bon à observer le monde. Il avait regardé. Il avait vu Alexandre entrer. Il l'avait vu faire ses courses, un peu joyeux, fredonnant un peu pour lui-même. Il l'avait regardé arriver à la caisse. Il avait regardé la panique du portefeuille. Il était trop loin pour entendre l'appel en entier. Mais il en avait vu assez. Il avait vu les épaules d'Alexandre s'affaisser quand il a raccroché. Il avait vu l'embarras. Et Lucas a mis la main dans la poche avant de son sweat. Maintenant, voilà ce que tu dois comprendre. Lucas avait 7 $. 7 vrais dollars. Un billet de 5 et 2 de 1 plié. Ensemble. Il les avait obtenus en aidant un homme âgé nommé Monsieur Dupont à porter des courses du parking quelques jours plus tôt. Monsieur Dupont avait pressé les billets dans sa main et avait dit « Pour ton dérangement, fiston ». Lucas avait gardé cet argent soigneusement, comme on garde quelque chose quand on sait qu'il pourrait devoir durer. 7 $. Il s'est levé du banc. Il a marché vers la caisse. Il est arrivé discrètement à côté d'Alexandre, qui parlait encore à Léa, en train de régler les détails pour mettre les choses en attente. Et Lucas a dit d'une voix douce mais claire. Il a dit « Excusez-moi, monsieur. Combien c'est ?» Alexandre s'est tourné et a regardé le garçon. Probablement enregistré en une demi-seconde. Ce qu'il voyait. Le corps maigre, les vêtements usés, la dignité prudente dans la posture du garçon qui te disait que ce n'était pas un gamin qui s'apitoyait sur lui-même, même s'il avait toutes les raisons de le faire. Alexandre a dit « Je suis désolé ». Lucas a dit « Vos courses. Combien c'est ? Je peux aider. » Et Alexandre et Dieu bénisse Alexandre parce qu'il n'a pas immédiatement dit non. Alexandre a fait une pause. Il a vraiment regardé le garçon, l'a vraiment regardé et a dit doucement « Fiston, j'apprécie, mais je ne peux pas te laisser faire ça. » Et Lucas a dit « Et c'est la phrase que Sophie debout derrière eux a dit plus tard à sa fille qui lui a fait monter les larmes aux yeux immédiatement. Lucas a dit « Monsieur, quelqu'un a aidé ma maman une fois quand elle en avait besoin. Il n'avait pas à le faire. Elle en parle encore. S'il vous plaît, laissez-moi. »
Le magasin est devenu silencieux. Je ne le dis pas dramatiquement. Je le dis vraiment, pratiquement silencieux. Léa avait arrêté de bouger à la caisse. Sophie ne bougeait pas. 2 autres personnes qui s'étaient approchées ont ralenti jusqu'à s'arrêter. Même le bruit de fond du magasin semblait s'atténuer comme le son le fait parfois quand le moment est assez important pour l'exiger. Alexandre a regardé le garçon un long moment, et puis parce qu'Alexandre était un homme assez sage pour savoir que parfois accepter la grâce de quelqu'un est sa propre forme de respect. Il a hoché la tête lentement. Lucas a déplié ses 7 $ et les a posés sur le comptoir. Maintenant le total était 47 $ et des poussières. 7 $ n'allaient pas couvrir. Lucas le savait. Mais il a posé ses 7 $ quand même parce que c'était tout ce qu'il avait et il l'a offert avec les 2 mains. Comme on offre quelque chose qui compte. Et c'est là que Philippe est apparu. Philippe, le gérant du magasin, était à l'arrière. Un de ses employés était venu le chercher. Les nouvelles voyagent vite dans un supermarché, plus vite que tu ne le crois. Philippe est sorti devant, a pris la scène rapidement, comme un homme qui gère des gens depuis 12 ans apprend à lire une pièce. Il a vu Lucas. Il a vu Alexandre. Il a vu les 7 $ sur le comptoir. Philippe s'est approché de la caisse. Il a regardé Léa et a dit « Passe-le ». Léa l'a regardé. Il a hoché la tête. « Passe-le ». Et puis Philippe a mis la main dans la poche de son tablier, a sorti sa carte personnelle, pas la carte du magasin, sa propre carte de débit personnel, et il a payé les 40 $ restants et la monnaie lui-même sans annonce, sans cérémonie. Il a tapé sa carte, la machine a bipé, et il a regardé Alexandre et a dit « Vous avez un bon gamin ici qui veut vous aider. » Et on ne se met pas en travers d'une bonne chose. Alexandre était un homme qui avait passé 20 ans à faire du travail dur. Sans pleurer dessus. Il a cligné des yeux quelquefois, a pressé ses lèvres, a hoché la tête. Sophie, debout derrière eux, n'a rien dit. Elle a juste mis sa main sur sa bouche et est restée très immobile. Philippe s'est alors tourné vers Lucas. Il s'est baissé. S'est vraiment accroupi au niveau du garçon, ce qui était quelque chose. Un homme adulte dans la cinquantaine, s'accroupissant au milieu de son magasin. Il a dit doucement, « C'était une belle chose que tu as faite là. Tu m'entends? C'était une belle chose. » Lucas a hoché la tête. Il n'a pas baissé les yeux ou traîné des pieds comme les gamins le font quand ils sont embarrassés par l'attention. Il a tenu le regard de Philippe comme un garçon tient le regard d'un homme qui le respecte, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et tu apprends à le recevoir quand ça arrive. Alexandre s'est agenouillé aussi, et c'était un grand homme et s'agenouiller le rendait moins intimidant. Il a regardé Lucas et a dit, « C'est quoi ton nom ?» Lucas. Lucas, je veux te demander quelque chose et je veux que tu sois franc avec moi. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as un endroit où aller ce soir? Une pause et puis Lucas a donné un petit haussement d'épaule honnête. Ma maman est au travail. J'attends ici jusqu'à ce qu'elle finisse à 18 h. Alexandre a hoché la tête lentement. Il a ramassé ses sacs de courses. Il a regardé Philippe. Il a regardé Sophie. Il a regardé le petit groupe de gens qui s'étaient rassemblés discrètement. Aucun d'eux ne prétendant plus faire des courses. Tous juste témoins de cette chose qui se passait dans leur ville un mardi dans un supermarché. Et Alexandre a dit à Lucas, « Est-ce que tu me ferais une faveur et t'asseoir avec moi quelques minutes? J'aimerais en savoir plus sur toi si ça te va. Maintenant, je veux m'arrêter ici et dire quelque chose parce que c'est une de ces histoires où tu pourrais penser que le point est déjà fait. » Un garçon donne ses derniers 7 $. Le magasin devient silencieux. Moment touchant. Tout le monde pleure. Fin. Mais ce n'est pas la fin. Et la fin est ce qui rend cette histoire digne d'être racontée. Alors reste avec moi un peu plus longtemps. Au fait, si tu as écouté cette histoire et que tu ressens quelque chose dans ta poitrine en ce moment, cette chose chaude et inconfortable qui arrive quand la gentillesse te prend par surprise, j'espère que tu considéreras de t'abonner à Racine Africaine si tu ne l'as pas déjà fait. On raconte des histoires exactement comme celle-ci parce qu'on croit que des histoires comme celle-ci comptent. Elles nous rappellent qui on est. Elles nous rappellent qui on peut être. Appuie sur ce bouton s'abonner et rejoins la famille. Maintenant, revenons à Alexandre et Lucas. Où ils se sont assis sur ce banc près de l'entrée.
Alexandre avait acheté un chocolat chaud à la petite station de boissons près de la caisse. Millfield Foods en avait une et il en a pris un pour Lucas et un pour lui, et ils ont parlé. Alexandre a découvert que Lucas était un élève, ou l'avait été, avant que la situation du logement ne perturbe son scolaire. Il avait été inscrit au collège Millfield Middle School, mais avait manqué presque 6 semaines parce que s'y rendre depuis le foyer était compliqué. Il aimait les mathématiques. Il aimait dessiner. Il voulait être ingénieur un jour. L'avait dit avec le genre de certitude discrète. Qu'un gamin dit un rêve qu'il a tenu secrètement pendant longtemps. Alexandre a écouté. Il n'a pas fait semblant d'écouter. Il a vraiment écouté. Comme les hommes qui savent ce que les temps durs font tendent à écouter les temps durs des autres. Et il a demandé sur la mère de Lucas. Le nom de la mère de Lucas était Isabelle. Oui, Isabelle. La même Isabelle qu'on a mentionnée plus tôt. Non, différente Isabelle, différentes parties de la ville. Mais oui, son nom était Isabelle. Elle avait 36 ans, avait été une employée aux dossiers médicaux. Avant les licenciements, et elle était, dans les mots de Lucas, en train de travailler vraiment dur pour tout remettre en ordre. L'a dit avec une telle loyauté qu'Alexandre a dû regarder ailleurs une seconde. À un moment, Sophie n'était pas partie. Elle était encore près, son panier de courses dans les bras, juste assise à l'autre bout du banc. Pas en s'imposant, juste présente comme un témoin qui sait que la bonne chose à faire est de rester. Vers 16 heures, Alexandre a sorti son téléphone. Il a appelé son ami Marc. Et Marc a répondu. Alexandre a dit « j'ai besoin d'une faveur. C'est quoi ton emploi du temps pour les prochaines semaines ?» Marc a dit « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» Alexandre a dit « J'ai rencontré un gamin aujourd'hui. » Maintenant, voilà ce qui s'est passé après ce jour, parce que je crois qu'une histoire devrait aller jusqu'à ce que ça a vraiment signifié. Au cours des 2 semaines suivantes, Alexandre via Marc, qui connaissait un gars au conseil scolaire, a aidé à réinscrire Lucas au collège Millfield Middle School avec la documentation appropriée du foyer. Il ne l'a pas annoncé. Il ne l'a pas posté. Il l'a juste fait comme Alexandre faisait la plupart des choses avec ses mains et son cerveau à résoudre les problèmes et pas besoin d'applaudissements. Philippe, le gérant du magasin, a embauché Isabelle, la mère de Lucas, pour un poste à temps partiel en inventaire qui était discrètement disponible depuis un moment. Il a dit plus tard, qu'il avait prévu de poster l'annonce, mais quand il a rencontré via Alexandre, il a pensé qu'il n'y avait pas de raison d'attendre. Isabelle a commencé le lundi suivant. Sophie, la femme qui était dans la file ce jour-là, s'est avérée être au conseil d'une organisation communautaire locale qui aidait les familles en transition. Elle avait quitté le magasin ce jour-là et était rentrée chez elle et avait appelé 3 membres du conseil avant le dîner. Dans un mois, Lucas et sa mère étaient dans une aide au logement temporaire qui les mènerait à un vrai bail d'appartement. Léa, la caissière, a raconté l'histoire à sa mère ce soir-là. Sa mère l'a racontée à l'église, et dans une semaine, Millfield se la racontait mutuellement, comme les petites villes racontent les choses qui comptent. Maintenant, j'ai dit que c'était une histoire sur une mauvaise femme, et peut-être que tu te demandes quand je vais revenir à Emily. Alors, laisse-moi revenir à elle. Alexandre est rentré ce soir-là avec les courses. Il a fait le poulet au citron. Il a mis la table. Quand Emily est rentrée, il était silencieux d'une manière qu'elle pouvait apparemment dire était différente de son silence habituel. Elle a demandé ce qui n'allait pas. Il a dit que rien n'allait pas. Il a servi la nourriture. Il a versé le vin. Et puis pendant le dîner, il lui a raconté ce qui s'était passé. Il lui a raconté sur le magasin, sur l'appel à elle, sur ce qu'elle avait dit, sur Lucas, sur les 7 $, sur tout le truc. Emily a écouté et quand il a fini, elle a dit « Et ça, je pense, est peut-être la chose la plus révélatrice qu'elle ait dite dans toute cette histoire. » Elle a dit « Eh bien, tout ça aurait pu être évité si tu te souvenais juste de ton portefeuille. » Alexandre a posé sa fourchette. Il s'est assis avec ça un long moment et puis il a dit calmement dans la voix d'un homme qui a pris une décision. Un garçon sans abri de 14 ans m'a donné tout ce qu'il avait aujourd'hui parce que la dignité d'un étranger comptait pour lui. Je veux que tu penses à ce que ça signifie. Émilie n'a rien dit. Alexandre a débarrassé son assiette, lavé sa vaisselle, et est allé s'asseoir avec Biscotte le chien sur la terrasse arrière un moment. Maintenant, je ne vais pas te dire qu'Émilie a eu un changement de cœur dramatique ce soir-là.
Je ne vais pas te donner un arc de rédemption bien net pour elle parce que la vérité est que pas toutes les histoires finissent comme ça. Ce que je vais te dire, c'est que quelque chose a changé en Alexandre ce soir-là. Pas dramatiquement. Pas d'une manière qu'il a annoncé, mais parfois la chose que tu vois chez les autres, la grâce que tu vois chez quelqu'un qui n'a rien, ça pose une sorte de standard dans ton cœur. Un standard qui devient très dur à ne pas voir une fois que tu l'as vu. Alexandre a commencé à faire le bilan de sa propre vie dans les mois qui ont suivi. Il a passé plus de temps avec Marc. Il est resté connecté à Lucas et Isabelle, en vérifiant comme une personne décente vérifie. Il a commencé à comprendre lentement et sans amertume quel genre de mariage il était vraiment dedans. Ce règlement de compte est sa propre histoire pour une autre fois. Mais voilà ce que je veux te laisser parce que c'est la partie qui me garde éveillée la nuit quand j'y pense. Lucas avait $7. Ce n'est pas une métaphore. C'était de l'argent réel et c'était une vraie rareté et il a choisi de le donner quand même. Pas parce qu'il était naïf sur sa situation. Pas parce qu'il ne comprenait pas ce que $7 signifiait quand tu n'as rien. Il l'a donné parce que quelqu'un avait une fois aidé sa mère, tu sais. Et le souvenir de cette gentillesse vivait en lui si puissamment qu'il était prêt à agir dessus même quand ça lui coûtait quelque chose. Il y a un enseignement quelque part dans l'idée que la gentillesse vue est la gentillesse héritée. Que ce qu'on fait devant les enfants, la grâce ou la cruauté qu'on montre dans des moments ordinaires devient partie de ce qu'ils portent en avant dans le monde. Personne n'avait monté sur un podium et fait une leçon à Lucas sur la générosité. Personne ne lui avait donné une fiche sur la compassion. Mais quelque part en chemin dans la vie d'une femme nommée Isabelle qui travaillait dur pour tout remettre en ordre, il y avait eu un moment, peut-être un moment discret petit pas un like celui de Millfield Foods où quelqu'un avait choisi d'être décent et un garçon avait regardé et des années plus tard dans un supermarché de l'Ohio un froid mardi en mars. Donc ce moment est revenu autour. Pense au moment que tu crées en ce moment devant tes enfants, devant des gens qui te regardent sans que tu saches qu'ils regardent. Pense à ce que tu plantes parce que parfois, pas toujours, mais parfois tu arrives à le voir grandir. Et une chose de plus sur Émilie. J'ai dit que c'était une histoire sur une mauvaise femme, et c'en est une. Mais je veux être clair sur ce qui rend le comportement d'Émilie mauvais. Parce que ce n'était pas juste l'appel téléphonique. L'appel téléphonique était juste le moment où c'est devenu visible. Ce qui le rend mauvais, c'est le lent drainage de la dignité d'un bon homme sur des années. Le discret sabotage, les roulements d'yeux et les soupirs et les bien sûr que tu l'as fait. La façon dont certaines personnes utilisent les espaces privés d'un mariage pour faire sentir leur partenaire comme moins. Ce n'est pas un méchant dramatique. C'est un petit. Mais les petites cruautés soutenues dans le temps font d'énormes dommages. Et voilà la leçon cachée dans cet appel téléphonique. Un garçon de 14 ans avec rien n'a montré plus de loyauté à un étranger en 30 secondes qu'Émilie n'en avait montré à son mari en 11 ans. C'est le genre de vérité qui n'a pas besoin d'être criée. Elle reste juste là discrètement se faisant connaître. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a rappelé quelqu'un, si elle t'a fait appeler quelqu'un que tu voulais appeler, si elle t'a fait penser à comment tu traites la personne qui partage ta maison, alors elle a fait exactement ce qu'une histoire est censée faire. Va être le Lucas dans la journée de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de $7. Tu as juste besoin de te montrer. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui sont réelles, qui respirent, qui signifient quelque chose, abonne-toi à Racine Africaine. On est là chaque semaine avec une histoire qui vaut tes 30 minutes. Partage celle-ci si elle t'a touché quelque part en profondeur. Laisse un commentaire et dis-moi quelle partie t'as eu. Je les lis. Je les lis vraiment. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, tout le magasin devient silencieux parfois, pas parce que quelque chose de terrible est arrivé, mais parce que quelque chose de vrai est arrivé. C'est le plus puissant genre de silence qui existe.